Bonjour Elisabeth Nicoli. Bonjour. Alors, on vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation, surtout pour cette journée quand même très importante, puisque c'est le 25 novembre, donc c'est la journée internationale de la lutte faite aux violences aux femmes. Et pour nous, c'est un petit peu un scoop de vous avoir en ligne, puisque vous êtes de ces femmes pionnières, militantes, bien sûr, du mouvement MLF. Pour certains d'internautes, followers qui ne connaissent pas, vous allez un petit peu expliquer. Vous avez bien sûr plusieurs étiquettes. Vous êtes, je crois, de formation avocate. Vous œuvrez dans plusieurs associations. Vous êtes aussi la cofondatrice des éditions des femmes. Donc, j'ai envie de vous dire, vous allez vous présenter, Elisabeth, parce que je pense que j'ai oublié beaucoup de choses, et faire un petit peu cette chronologie de votre histoire. Oui, écoutez, je vous remercie de nous accueillir dans votre lieu, voilà, et en même temps d'échanger sur nos lieux réciproques, les nôtres, qui sont bien plus anciens que les vôtres, mais nous sommes heureuses de voir que de jeunes générations sont là, présentes, et oui, présentes pour poursuivre et continuer les luttes. Alors, les luttes, qu'elles soient des luttes évidemment comme le 25 par rapport au 25 novembre, des luttes contre les violences qui sont faites aux femmes, que des luttes évidemment pour développer la création des femmes, leurs capacités, leurs compétences, leurs désirs, leur savoir-faire, et tout cela est très important. Et nous avons, bon, moi en tant que militante du mouvement de libération des femmes, nous avons commenté très très tôt, puisque ce MLF donc, est né en 1968, donc de l'élan, on va dire, de l'invention de trois femmes, Antoinette Fouque, Monique Wittig et Josiane Chanel, qui étaient trois femmes intellectuelles et qui trouvaient que dans la République des lettres, elles étaient extrêmement maltraitées, très maltraitées, et qu'il y avait un refoulement, une inexistence, parce que c'est vrai qu'on ne peut même pas imaginer, mais on ne savait pas, on ne pouvait même pas dire des femmes, ça n'existait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, je veux dire, on n'avait en réalité que le droit de vote acquis en 1945. Et tous les droits, ceux dont vous jouissez aujourd'hui, même s'ils sont insatisfaisants, c'est-à-dire, bien, de tous ces droits, en réalité, en 40 ans, on a obtenu plus qu'en 2000 ans d'histoire. Il faut déjà noter ça. Et ça, c'est très important et on le doit principalement au mouvement de libération des femmes et à tous les mouvements de libération des femmes qui ont suivi et dans le monde entier, puisque nous avons été dans le monde entier, et il y a des femmes qui luttent depuis des années et encore aujourd'hui, bien entendu, toutes ces jeunes générations, et nous sommes très heureuses de cette question de jeunes générations, parce que, si vous voulez, lorsque, par exemple, moi j'étais jeune, quand je suis arrivée au MLF, j'avais 20 ans, donc oui, pour moi, c'était ma jeunesse, c'était mon élan, j'avais trouvé mon lieu, si vous voulez, d'expression politique. C'est-à-dire j'étais, comme toutes les autres, sollicitée par les gauchistes. À ce moment-là, c'était ça. Il y avait la Ligue communiste révolutionnaire, les anarchistes, enfin, tout. Et rien ne me satisfaisait. Et quand j'ai rencontré, enfin, le mouvement de libération des femmes, j'ai compris que ce serait ma priorité, si l'on peut dire, et ma lutte. Voilà, la plus importante et aussi la passion de ma vie, parce que c'est une passion. Parce que vous pourriez me dire, mais comment se fait-il que cela fait 50 ans que vous luttez et contre les violences faites aux femmes? Mais ça fait 50 ans parce que c'est une passion, c'est un engagement, c'est une responsabilité au sens étymologique du terme, donc de répondre. Voilà, donc on répond à l'appel des femmes. Je veux dire, en 68, les premières réunions et les réunions qui ont suivi, si vous voulez, c'était une plainte infinie des femmes. C'était la libération de la parole des femmes. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec MeToo. MeToo, c'est une nouvelle vague où les femmes disent « nous voulons parler, nous avons à parler, nous avons à nous plaindre, nous sommes massacrés, nous sommes meurtris, nous sommes empêchés d'exister, nous voulons exister. » Pas plus, mais pas moins. Et exister à côté, voilà, d'autres. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'on l'a fait toutes ces années. Alors, plus sur la question des luttes contre les violences faites aux femmes, c'est vrai que dès le départ, il y a eu ça. C'était
c'était les premières réunions, c'était une jeune fille à 16 ans qui disait, voilà, mon oncle, un photographe très célèbre, voilà, m'a violée. L'autre qui disait, voilà, mon mari, des jeunes femmes, mon mari m'a tapé, m'enferme, enfin des choses terribles, terribles, si vous voulez, dont on ne pouvait même pas, Antoinette Fouque disait, avec Monique, on ne pouvait même pas imaginer. Je veux dire, on pensait des fois, parce que Antoine venait d'un milieu plus prolétaire, elle disait, on pensait des fois, ça se disait comme ça un peu, mais on ne pensait pas. Et on a compris, et c'est ça qui fait l'humanité, c'est-à-dire des femmes, c'est qu'on a compris que c'était, alors là, universel, au sens, dans tous les milieux, de toutes les catégories, pour toutes les classes, pour toutes les professions, pour tous les métiers. Je veux dire, c'est ça qui était terrible, c'est-à-dire l'inhumaine condition des femmes, c'est-à-dire leur mise en esclavage. Parce que, en fait, c'était ça la question de la libération des femmes, et c'est toujours ça, c'est-à-dire la sortie de l'esclavage pour les femmes. J'arrête mon téléphone. Oui. Voilà. Il n'y a pas de souci. Bon, j'arrête et je mets sur. J'avais oublié. Bon, voilà. Enfin. Oui. Bon, je sais pas. Si on peut. C'est-à-dire que. Et c'est vrai que ce qui nous réjouit, parce que ça nous a toujours réjoui ça. C'est-à-dire ce qui nous réjouit aujourd'hui, c'est que, si vous voulez, c'est vrai que ce qu'Antoinette Fouque principalement a voulu faire avec ce mouvement de libération des femmes, c'était aussi libérer, comme elle disait, la création des femmes, libérer notre libido, comme Virginia Woolf disait, notre chambre à soi, elle dit notre libido à nous, c'est-à-dire nous les femmes, nous avons cette capacité de créer, de procréer et de créer, et donc elle disait il faut arrêter de dire il y a d'un côté la création, le génie qui serait exclusivement masculin, et de l'autre côté la procréation qui serait très animale, vous voyez, comme les vaches, voilà, etc. Et donc, il fallait, si vous voulez, repositiver complètement cette question de l'existence et de l'identité, si l'on peut dire, des femmes pour pouvoir, eh bien, narcissiquement même, on a eu des phases de narcissique durant des années, narcissiquement se restaurer, se retrouver, comprendre vraiment qu'on existait. Voilà. Et ça, c'est un point, si vous voulez, qui a été mais primordial tout au long de ces années. Alors, c'est passé après, voilà, par la création des éditions des femmes aussi, pour justement lever le roulement sur tous les écrits des femmes, etc. Après qu'on ait levé la parole avec les réunions, etc., il fallait aussi prendre les stylos, prendre les pinceaux, pouvoir libérer aussi l'écriture, libérer et aussi même dire notre histoire, dire avec nos mots, avec voilà. Et ça, c'était très important. Ensuite, voilà, on a fait aussi les librairies des femmes. Tout ça était pionnier, si vous voulez. Ah oui, les femmes qui existent aujourd'hui, bien entendu, qu'on développe, qui, voilà, oui, qui sont une source inépuisable. La galerie des femmes aussi, qui a 40 ans. Voilà, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que toutes ces générations qui viennent, on sent qu'il y a une extrême proximité. Quand on a vu, par exemple, arriver les Femmes, alors les Femmes, c'est pareil, c'était comme le MLF au départ, on était très décriés. Vous voyez, la misogynie, il faut dire, était plénière. Vous imaginez la misogynie aujourd'hui, il y a 50 ans. Il y a 50 ans, il n'y avait que la misogynie, et y compris la misogynie aussi très forte de beaucoup de femmes aussi, il fallait le dire. C'est-à-dire, et oui, il y avait beaucoup de femmes qui, on dirait aujourd'hui, se rendaient complices, voilà, préféraient demeurer complices plutôt que d'exprimer de l'amour, tout simplement, pour les femmes, voilà, ce qu'on appellerait de la solidarité. Donc, si vous voulez, c'était un monde extrêmement dur et cruel, y compris, alors pour toutes les femmes du monde entier, mais y compris pour les femmes qui luttaient. Je veux dire, il y a des femmes qui ont, voilà, on le sait, je veux dire, il y a d'ailleurs, quand il y a des moments, comme on dit, de restauration ou de régression des droits ou de ce qu'on appelle maintenant le backlash, depuis Suzanne Faludi, qu'on a publié dans les années 90, c'est-à-dire le retour de bâton, bien c'est sur les femmes que ça tombe. Parce que les mouvements de libération des femmes, c'est vrai, ont ouvert quelque chose à une véritable, comme le disait Antoinette, mutation de civilisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus voyez, on est bien, on n'est pas bien, l'égalité, etc. Non, c'est vrai, et ça c'est très important. Et pour avoir obtenu toutes ces victoires, pour avoir obtenu tous ces droits, encore fallait-il penser, si vous voulez, effectivement une nation dans la civilisation. Aujourd'hui, on parle de culture du viol. Bon, nous disons que jamais nous n'emploierons le mot culture à côté du mot viol. Nous disons qu'il faut mettre fin à l'inculture du viol. Voyez, pour développer justement la culture de la parité.
Parce que c'est ça. Dire la misogynie qui est toujours présente. Parce que si on parle des violences, c'est ça aussi, il faut analyser. Dire, il y avait, voilà, il y a les violences, on va dire, il y a la misogynie étatique, il y a des États encore aujourd'hui qui sont en état de misogynie absolue, c'est-à-dire, voilà, l'héritage à moitié, dire, les femmes sont punies parce qu'elles ne peuvent pas faire ceci, faire du vélo, faire, enfin, voilà, j'en passe, ça c'est à la mesure d'un État. Et il y en a des États encore beaucoup. Voilà. Après, il y a la misogynie dans les États dits, soi-disant démocratiques, pas théocratiques. Bon, c'est une misogynie, voilà, qui est, on va dire, mais qui est permanente, si vous voulez. Voilà. Et puis, il y a la misogynie inconsciente. On va dire que c'est un peu comme l'antisémitisme, c'est celle qu'on ne pourra jamais, au fond, entièrement éradiquer. C'est-à-dire, c'est la haine absolue de l'autre, donc des femmes. Et celle-ci, mais il faut la tenir à distance. Et la tenir à distance, on voit bien, avec tous les meurtres, etc., qui se passent, c'est ça le plus difficile, d'arriver à la tenir à distance, voilà, par des lois, par des améliorations, voilà. Mais vous pourriez me poser la question, voilà, voilà, pourquoi tout change d'un côté et pourquoi rien ne change. C'est exactement c'est vrai que tout a changé, puisqu'il y a eu une évolution, mais considérable. Oui, je disais effectivement, vous avez posé la question, parce qu'on est quand même en 2020, et comme vous disiez, votre combat, ça fait déjà un demi-siècle d'une certaine manière, et on se rend compte que finalement, on a encore les mêmes difficultés. Pourquoi? Et là, vous allez me répondre. Et la seconde question que j'ai aussi envie de vous poser, on va aussi parler de la transformation des violences, parce que la violence a aussi changé au niveau, maintenant si on doit parler au niveau de la violence psychologique, la cyber-violence sur les réseaux sociaux, ça sera aussi intéressant parce qu'elle est toujours là. Et du coup, oui. voilà, pourquoi? Oui, mais c'est parce que, enfin, elle est toujours là, sauf qu'elle prend évidemment les outils d'aujourd'hui. C'est la même violence, c'est-à-dire c'est une violence qui s'exerce donc parce que c'est vrai que l'analyse, alors après il faut analyser, je veux dire, ça ne suffit pas de dire, mais avec Antoinette Fouque, je veux dire, il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites, puisque même dès 72 par exemple, quand on parlait du viol, et le viol était un crime, parce que ça, il l'est depuis très longtemps, un crime, mais c'était un crime, je dirais, on appelait ça dans les attentats aux mœurs. Oui, donc il y a une évolution. C'est rangé dans les attentats aux mœurs. Ce n'était pas rangé comme un crime contre une femme ou un crime contre une personne. C'était attentat aux mœurs. Donc on était encore dans l'esprit honneur des familles, vous voyez, honneur du père. Enfin, il y avait quand même aussi déjà pour nous tout ça. Donc il y a une évolution énorme qui a été faite. Parce qu'on dit le code non, on a eu avec toutes nos amies algériennes pendant des années, dès les années 80, dire, on a lutté avec elles contre le code de la famille en Algérie. Dire, mais elles ont payé cher, d'ailleurs, certaines ont été assassinées, hein, vous le savez. Voilà. Mais oui, c'est encore un sujet d'actualité. Mais nous-mêmes, en France, si l'on peut dire, on a eu un code de la famille. Mais oui, donc, si vous voulez, tout ça, c'est en même temps rapide, mais en même temps, ce qui est lent, c'est l'application. Voilà, on aimait se redire que, voilà, comme Marx disait, c'est lorsque les droits sont acquis que la lutte commence. C'est-à-dire, là, on a acquis des droits, on doit en acquérir encore plus parce que c'est fragile, mais on doit lutter sans cesse. Parce que, imaginez, on prend par exemple les monothéismes. Les monothéismes, quels qu'ils soient. Hein, je veux dire aussi bien, moi je suis de tradition, entre guillemets, catholique, peut-être vous avez une, je sais pas, une autre tradition, mais je suis que de tradition, bien que je sois profondément athée. Mais il n'empêche que les mouvements de libération des femmes, comme il s'agissait de mettre fin à l'esclavage de la procréation, c'est-à-dire l'esclavage de la maternité, c'est-à-dire pour dégager le vrai désir d'ailleurs des femmes, y compris celui de faire des enfants, parce que c'était ça, on voulait maîtriser notre fécondité, donc notre corps nous appartient. Mais ça, comment voulez-vous, même le pape aujourd'hui, même en Rome aujourd'hui, je veux dire, il peut entendre parler peut-être de beaucoup de choses, mais de ça, non. L'Église catholique romaine est toujours opposée à l'avortement, opposée à la contraception, c'est-à-dire opposée au fait que les femmes disent non, y compris le monothéisme catholique, vous ne continuerez pas à exploiter ou à faire comme si c'était vous qui créez, alors qu'en fait, ce sont les femmes qui créent. Alors, vous voyez ça. Alors, donc, on a remis en cause les fondements des monothéismes, mais bien sûr que la plus longue des révolutions des femmes, comme on disait et comme le disait Antoinette, va provoquer
aussi une contre-révolution. Et nous sommes dans une période de contre-révolution des femmes aussi. Vous comprenez? Je veux dire, aujourd'hui, si on voit l'Europe, si on voit la Pologne, etc., il y a des contre-révolutions. Il y a des pays où on ne veut pas, c'est comme si ils disaient non, non, on ne veut pas laisser les femmes vivre ce qu'elles ont à vivre, exister comme elles entendent exister. On ne veut pas de cette liberté-là. Voilà. Et ça, évidemment, ça renforce, si l'on peut dire, un machisme universel, hélas, universel. Voilà. Alors on disait, nous, avec nos mots à nous, on disait qu'on devait lutter contre le phallocentrisme qui est parti par toutes les civilisations. Mais on ne va pas nous laisser faire. Et oui, oui, ce phallocentrisme ne va pas nous laisser faire. Bien sûr, bien sûr. C'est ça la question. Bien sûr. Donc, si vous voulez, vous dites beaucoup de choses qui ont changé, mais c'est vrai que, eh bien, ils reviennent. Je veux dire, c'est vrai que des fois, on est ahuri, on se dit, moi, vous voyez, par exemple, je donne un exemple, le procès de l'assassin de Alexia Fouillou, elle s'appelle, Alexia Fouillou. C'est son nom qui n'est pas celui de son époux. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, celui qui a été condamné, c'est Jonathan Daval. Eh bien, si vous voulez, ce procès, il y a 15 ans, pas plus, 15 ans, on aurait dit, et ça a failli se faire, on aurait dit la femme était coupable, elle était ceci, elle était cela, etc., etc. Il y avait toujours qu'une femme ne peut pas, même en étant tuée, même en étant, donc victime d'un féminicide, être considérée véritablement comme une victime, il faut toujours qu'elle soit coupable. Nous, on a été en 1977, c'était à Valence, au premier procès d'un homme qui avait tué sa femme. Un procès aux assises, qui était rare déjà à ce moment-là. C'était le premier une série après qui s'est amplifiée, mais au départ, c'est un très bon mari, c'est un très bon père, c'est un très bon patron, il tutoie ses ouvriers, il est parfait, il était parfait, parfait en tout. Et elle était coupable de tout. Coupable parce qu'elle voulait enseigner, coupable parce qu'elle était trop intelligente, coupable parce que... Enfin, c'était mais terrible, terrible. Les femmes étaient toujours coupables, même quand elles étaient massacrées et tuées, ce qui avait été le cas. Et là, eh ben, si vous voulez, et ça c'était en 77, bon, mais longtemps, on nous a fait, et là, par exemple, dire, on a failli, je dis gentiment, avec l'avocat de Jonathan Daval, on a failli virer sur le drame passionnel. Le drame passionnel, c'est terminé depuis longtemps. Mais quand Marie Trintignant a été donc assassinée par le grand chanteur de Noir Désir, rock, etc. Bon, eh bien, c'était tous les journaux se sur le drame passionnel. Alors que, si vous voulez, donc il y a quand même dans les mentalités, il y a une évolution. Parce qu'avant, c'était que ça, et c'était plaigné. Et quand même Lyon essayait d'en dire 3 mots et l'a dénoncé, parce que c'était son amie Marie Trintignant, elle s'était fait mais très, très, très maltraitée par tous les médias. C'est-à-dire, on ne pouvait rien dire. On ne pouvait rien dire. Là, il y a quand même, on a noté depuis des années une évolution. Certainement aussi avec le mouvement MeToo, enfin le mouvement féminin qui est arrivé d'abord, il y a une dizaine d'années, et le mouvement MeToo, développé dès 2017, qui a pris... C'était déjà mondial, mais il a relancé la parole des femmes, la libération justement de la parole des femmes. Et c'est en ça qu'on se rend compte que ce qu'on a toujours dit, c'est-à-dire que cette libération des femmes, c'est un moment irréversible dans l'histoire, malgré les régressions, malgré les répressions, malgré les retours en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le progrès. C'est comme le progrès de l'humanité. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y aura des restaurations d'ordre ancien, comme dans l'histoire qu'on connaît en France. Voilà, il y a eu la Révolution et puis il y a eu la restauration monarchique. Bon, il y aura une restauration de l'ordre ancien, mais cet ordre ancien est irrémédiablement, irrévocablement ébranlé par les mouvements de libération des femmes dans le monde entier. Mais ce sera difficile encore et il faut continuer.
Oui, donc vous avez fait une très bonne remarque parce qu'effectivement, aujourd'hui, on sent qu'il y a cette forme de libération, comme vous le dites, de la parole. Est-ce que vous pensez que justement, le fait que l'accès aux médias, aux réseaux sociaux, qu'on ait davantage cette possibilité de s'exprimer, ces groupes qui se forment, ont permis justement que finalement la voix de la femme est un peu plus entendue? Oui, certainement, parce que nous, c'est vrai que de notre temps, quand on voulait aller aider ou secourir des femmes, et on l'a fait durant des années, quand on voulait se porter, comme on dit, au secours, eh bien, on prenait l'avion, on prenait le bateau, ça veut dire, voilà, on allait de l'autre côté et on se déplaçait dans le monde entier pour, voilà, aider les femmes, les secourir, exprimer notre solidarité. On n'avait pas les réseaux sociaux. Nous, quand on a été sauvé, Taslima Nasrin, parce elle avait une fatwa au Bangladesh, etc., eh ben, on a reçu, je vais vous dire, un téléx. Vous savez ce que c'est, les Mais téléx? oui, bah, à l'ancienne, je vois, Même bien je avant vois. les fax et tout Bien ça. avant les Donc, si fax, vous voulez, ouais. c'est pour dire, et oui, donc si vous voulez, les réseaux sociaux, ça, je trouve que c'est très important, les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que ça donne parce que ce n'est pas une médiatisation, justement. C'est vrai que c'est un média, mais ce n'est pas comme les médias avant. Avant, les médias, ils s'en fichaient. Il y avait une misogynie entière, il y avait un blackout total. Aucune information. On pouvait être, par exemple, je ne sais pas, on faisait une manifestation, on était 50 000 femmes dans la rue, pas un mot, pas un article, rien. Donc, même des fois, les générations se disent, mais qu'est-ce que vous faisiez? Ah ouais, vous saviez, elles ne savaient pas qu'on était 50 000 femmes dans la rue, tel jour, à tel moment, pour faire ceci, ou qu'on était, voilà, qu'on était 20 000 à manifester contre les viols en ex-Yougoslavie quand ils se sont passés. Enfin, vous voyez, parce que tout ça, c'était pas dit du tout. Les réseaux sociaux, déjà, ça soulève la censure, si vous voulez, misogyne, si l'on peut dire, même si elle est pas forcément, elle est consciente, mais Bien pas sûr, bien sûr. forcément. Mais ça lève déjà ça. Deuxièmement, c'est vrai que ça donne une ampleur, c'est-à-dire que les liens sont immédiats. Vous comprenez, là où on mettait 3 semaines ou un mois, je veux dire, là c'est immédiat. Immédiatement, je veux dire, je peux savoir et je peux parler avec mes amis argentines parce que demain, et c'est vrai d'ailleurs quasiment mot pour mot, demain elles vont enfin voir, comment dire, avoir le droit de maîtriser leur propre fécondité, ce qui leur a été interdit évidemment par la dictature, ça, Argentine, mais également par les pouvoirs en place qui se sont succédés maintenant dits démocratiques. Donc, si vous voulez, c'est des choses, et ça, c'est immédiat. Donc, quand elles vont manifester en Argentine, à Buenos Aires, sur la place de Mai, eh bien, nous, on peut venir manifester notre solidarité ici à Paris en même temps, en même temps, en même temps. Et ça change tout. Ça change tout. Mais j'ai envie de vous dire bravo parce que le combat de la femme, c'est aussi un combat de guerrière parce que déjà de votre époque, vous n'aviez pas peur de traverser les frontières pour y aller. Et c'est déjà extrêmement courageux. Non, ah non, ça c'est vrai. Voilà, vous n'aviez vraiment pas Mais peur. ça, c'est vrai, parce que ça, Antoinette Fouque, elle disait toujours, il faut se porter. C'est-à-dire, oui, on recevait, je sais pas, un mot, une lettre, des fois, qui pouvait prendre, mais on allait tout de suite. Je veux dire, quand on est allé au Brésil, c'est parce qu'il y avait en 1974, donc c'était sous la dictature brésilienne, qui n'est, vous savez, les dictatures d'Amérique latine, vous savez, ces dictatures, voilà, proches du nazisme, hein. C'est des emprisonnements, c'est des geôles, c'est des Oh tortures, c'est là des là. actes de barbarie, enfin, c'est les tueries en nombre, les charniers, enfin, c'est tout. Là, c'est les vols des enfants. Et oui, en Argentine, c'est les vols des enfants. Donc ça, c'est des dictatures Oh là extrêmement là. très très dures, je veux dire vraiment très Affreuse, très hein. oui très violentes et fascistes comme on dit, très fascistes. Voilà. Mais oui, oui, absolument. Et on y allait, on y allait et on rencontrait évidemment dans des réunions clandestines les femmes, je veux dire qui luttaient, qui étaient voilà des grandes démocrates. Et pour le Brésil, on a toujours continué, on les a publiées. Voilà, les a publiés justement aussi pour les sauver aussi de l'emprisonnement. Par exemple, en 1974, lorsqu'on a été, il y avait Eva Forest et l'avocate d'ailleurs Lydia Falcone, qui est toujours notre amie. Eva Forest est décédée depuis longtemps, mais Lydia Falcone est toujours là. Et on les a sauvés des geôles du franquisme. C'est pareil, Franco, c'était en Europe et c'était une dictature terrible, terrible. Et c'était des femmes militantes. Je veux dire, on s'était rendu, on allait se rendre au premier congrès des femmes de Madrid, on était invités, et là, elles se font arrêter par le régime de Franco, et elles se font emprisonner, mettre en geôle. Donc,
si vous voulez, on s'est porté à la frontière. On était toutes les femmes conscientes du MLF, je veux dire, bon, avec Antoinette, avec Monique, avec d'autres, et on s'est porté avec Sylvina, et on s'est porté là-bas, et on disait, on avait des mots d'ordre qui étaient le machisme fait le lit du fascisme, mais on pourrait aussi bien le dire aujourd'hui. Vous comprenez que le machisme fait le lit du fascisme. Vous comprenez? On voulait dire un tyran domestique et un tyran d'un peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a presque un parallèle. La tyrannie exercée contre une femme, c'est une tyrannie, bien sûr, mais bien sûr, c'est une tyrannie, voilà. Et c'est vrai, et ça c'est toujours vérifié. Et c'est vrai qu'on a fait ça pour le Brésil, on a fait ça pour l'Argentine, je veux dire, quand elles ont commencé à lutter, etc. Mais si vous voulez, voilà, parce que c'est vrai que ça c'est une chose importante aujourd'hui. Et ça, d'ailleurs, en Amérique latine, ils le reconnaissent très, très volontiers, y compris les hommes démocrates. Antoinette, pendant des années, disait « mais les femmes sont le front pionnier de la démocratie ». Et si vous voulez, cette affirmation, évidemment, théorique et politique, c'est-à-dire que c'est les femmes qui portent la question de la démocratie. Alors, ça peut être sur la question de la gestation, des capacités d'accueil, etc., de l'autre, mais il y a quelque chose de démocratique profondément dans une personnalité éthique. Voilà. Et donc, c'est une proposition éthique et politique qui est faite pour toute l'humanité. Mais ce sont les femmes qui, maintenant, on voit bien, vous avez vu en Pologne, ce sont les femmes qui manifestent jour et nuit. Vous avez vu en Biélorussie, elles viennent d'être récompensées par le prix Sakharov. Ce sont les femmes qui se sont portées à l'avant de la contestation démocratique et pacifique. Parce que ça, c'est très important. Quand ce sont les femmes qui sont à l'avant, c'est pacifique. C'est-à-dire, quand je dis pacifique, pas pour obtenir, comme on disait, la pax romana, c'est-à-dire la paix avec le maître, la paix de l'esclave avec le maître. Non, c'est non violent, mais c'est pour remettre en cause, effectivement, le pouvoir dominateur, c'est de la domination. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai pu effectivement voir un petit peu votre parcours. Donc là, on va sur la partie justement politique. Vous avez donné finalement la parole aux femmes dans tous les domaines, puisque vous œuvrez pour cette démocratie et la parole aux femmes. Justement, moi qui ai une start-up, même en tant que femme entrepreneur, on est souvent aussi confronté à quelques difficultés. Ça a été aussi votre combat, justement, de libérer les femmes dans tous les domaines d'activité, d'une certaine manière. Et c'est encore un sujet, d'ailleurs. Oui, absolument. C'est vrai. Oui, ça c'est vrai, ça a été vraiment la spécificité, si l'on peut dire, de ce MLF français, comme on disait, psychanalyse et politique, c'est celui voulu particulièrement par Antoine, de développer. Elle disait, mais on ne peut, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se plaindre, c'est très important, je veux dire, il faut que la plainte sorte, il faut donc libérer la parole, mais il faut aussi dégager toutes nos capacités, c'est-à-dire les femmes constituent une richesse pour l'humanité, mais c'est immense, la richesse que les femmes apportent à l'humanité. Mais la richesse que les femmes apportent à l'humanité, hélas, c'est inversement proportionnel, je veux dire, à ce qu'elles en retirent. C'est-à-dire, si vous prenez les statistiques du PNUD, de l'ONU, on va dire les statistiques de l'ONU, c'est les femmes produisent les 2/3 du travail mondial et elles détiennent combien, d'après vous, pourcentage des revenus mondiaux? À peine quelques pourcents. Je ne sais pas, mais j'imagine. Dites-moi. Je ne sais pas. Elles ne détiennent que 10% mondiaux. Elles ne détiennent que 10% des revenus mondiaux alors qu'elles produisent un tiers des richesses mondiales et elles n'ont droit qu'à 2% de la propriété mondiale. Et ça, c'est sans compter le travail invisible des femmes. Donc, même la question de, comme on l'a développé, comme Antoinette Fouque l'a beaucoup développé, la production de vivants parlants, c'est-à-dire le fait de faire des enfants, mais au sens du désir, hein, c'est-à-dire en ayant mis fin à l'esclavage, c'est-à-dire en ayant droit de maîtriser sa fécondité, c'est-à-dire avortement et contraception, on peut dégager vraiment et dire mais il faut prendre en compte toutes nos richesses. Et donc, on a développé dans ce MLF-là, si vous voulez, on disait qu'on voulait développer toutes les capacités des femmes, toutes les compétences, que les femmes créent, produisent, et que cela soit acté, si vous voulez. Et on a levé tous les refoulements possibles, du côté de l'écriture, du côté de la publication, parce que les femmes n'étaient pas du tout publiées, elles étaient maltraitées. Je veux dire, même les plus grandes écrivaines, je veux dire, étaient très, très, très maltraitées, ignorées.
bon, voilà, on leur préférait trois écrivaillons, comme on dit, plutôt une grande écrivaine. Donc, voilà, elles ont été refoulées, censurées de l'histoire. Et bon, je sais pas, c'est vrai que Antoinette appelait ça la libido créandi des femmes. Là, vous faites votre entreprise, vous faites votre start-up, mais nous, on a dès 60, on a dit, allez, on fait une petite société, la SARL, vous savez, avec toutes les associés, on avait le nombre de parts, etc. Et avec elle, on fait la maison d'édition des femmes. Ben oui, unique en Europe, toujours là. Et c'était très important, évidemment, avec d'aussi bonne et d'aussi grande qualité, je veux dire, avec tout ce qu'il fallait, mais c'était privilégié pour nous, bien entendu, les créations des femmes. Ça a été d'ouvrir les librairies des femmes aussi pour pouvoir accueillir, on les considérait presque un peu comme des bibliothèques, on pouvait rentrer, sortir, on faisait des petits salons, vous voyez, on mettait je sais pas, la galerie des femmes, c'est pareil. Je veux dire, vous imaginez même pas encore aujourd'hui, alors qu'on est depuis 1980, le peu de femmes qui accèdent aujourd'hui encore à rentrer, comme on dit, dans une collection de tel musée ou de tel grand centre d'art, etc. C'est encore, mais infime par rapport à l'ennemi des femmes. En fait, c'est vrai que ce que disait Antoinette d'ailleurs, c'est que sur la question de la créativité, elle disait, mais il faut reconnaître le génie des femmes. Et donc, pour reconnaître le génie des femmes, il fallait lever, si vous voulez, tous les interdits, Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a fait, ça vous ne l'avez peut-être pas vu, dès l'ouverture de la maison d'édition des femmes en 72, Antoinette avait ce projet de faire une encyclopédie des femmes créatrices. Bien, on a fait un dictionnaire, on a 7 ans à le faire, donc l'idée lui était déjà dans la tête dès 1972, on a mis 7 ans à le faire et on l'a publié en 3 volumes énormes, ça fait 7 kilos, dans un très joli coffret, et ça s'appelle le Dictionnaire universel des créatrices. Voilà, et c'est 7 ans de travail. 7 ans de travail, je sais pas, genre plus de 10 000 notices, 1000. C'est magnifique, c'est aussi, c'est ça, c'est donner aux femmes aussi, c'est donner aux femmes voilà, tout ce qui leur a été refusé, empêché. Et ça, c'est vrai que c'est donc réparer une injustice majeure pour les deux sexes, majeure pour les femmes, bien entendu, mais aussi pour les hommes. Voilà. Pourquoi les hommes se privent-ils autant des richesses des femmes? Ils veulent bien les exploiter, mais nous, on veut mettre fin à l'exploitation. À partir du moment où on veut mettre fin à l'exploitation, alors vous voyez, voilà, on ne créerait plus. Non, c'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait cette alliance. C'est pour ça qu'après le MLF, d'ailleurs, avec Antoinette Fouque, en 1989, on a créé l'Alliance des femmes pour la démocratie. C'est-à-dire, il y avait vous comprenez, on passait de mouvement de libération des femmes, qui est toujours là, à quelque chose qui était plus du côté de la démocratie, de la démocratisation du monde. Et ça, c'est très important, la démocratisation. Voilà. Oui. Bon, il y aurait encore beaucoup. Oui, je pense que alors vraiment, c'est extrêmement passionnant, Elisabeth. Je pense qu'on pourrait faire des émissions avec vous, parce que vous êtes un petit peu cette encyclopédie, en fait, cette histoire de la femme. On peut faire des séries. On peut faire des séries. Et j'espère que j'aurai justement cette fameuse encyclopédie que je vais me fournir chez vous, justement, et que je mettrai derrière. Parce que c'est vrai que cette nouvelle génération de followers aussi. Oui, je vous la montrerai. Voilà. Pas là. Je dis pas là. Non, mais je vais me la fournir et puis voilà. Non, j'ai pas là. Ça c'est les livres, mais je vous en donnerai. Ça c'est les derniers livres qu'on a sortis. Vous voyez, c'est la génération. Ça c'est nos livres. Oui, c'est nos livres à nous sur le MLF pour nous, pour nos 50 ans. Voilà, en 2018. Oui. Je pense qu'il y avait aussi ce très beau livre Génération MLF. Voilà. Il y en a plein. Il y a aussi nos amies féminines qui nous, voyez, c'est ça. Que vous éditez. Il y en a plein, mais je vous enverrai. Je vous enverrai des petites. Voilà, il y a le livre d'Antoinette, un des livres d'Antoinette, il y en a beaucoup. Il y a 2 siècles, mais je ne peux pas vous dire parce que c'est vrai que il y a l'histoire et c'est très important, mais c'est vrai qu'avec Antoinette Fouque, on a toujours dit c'est hier et aujourd'hui pour demain. Donc c'est très important le lien entre les générations. Tout à fait. Parce que la transmission, elle est vraiment primordiale. Voilà, primordiale. Et ça, je crois qu'on a fait, nous, beaucoup pour la transmission, tout le temps. À chaque fois qu'il y en a une qui arrive, on transmet. Elle transmet à l'arrivante et transmet elle-même à une autre, et c'est comme ça.
de génération en génération, comme on dit. Ah mais oui, non, mais Voilà. c'est magnifique parce qu'à la base, ce jeune média Coworking Channel, elle a ce devoir, entre guillemets, de partager et de transmettre. Donc, du coup, quand on voit votre programme qui dure depuis plus de 50 ans, vous avez mis en place donc, cette première édition dédiée aux femmes, enfin, c'est vraiment juste incroyable. Et il faut que l'information, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, bon, c'est Même. beaucoup de choses, mais en même temps, elle est un petit peu, elle n'a pas toujours toutes ces informations. Donc, pour les jeunes internautes qui nous regardent, ben, c'est bien aussi qu'ils puissent découvrir qu'il y a aussi des outils, un lieu comme le vôtre, où on peut en tout cas connaître un petit peu l'histoire, parce que c'est aussi l'histoire qui construit notre présent et notre avenir, comme vous le dites. Hein. Donc, ça, Oui, mais c'est très important. oui, mais c'est pas que, c'est vrai, oui, c'est vrai, mais c'est pas que l'histoire. C'est-à-dire que on vient que c'est toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que, je sais pas, vous vous appelez, c'est drôle parce que vous appelez coworking. Oui, Vous exactement. appelez coworking. Voilà. Donc c'est comme, ça veut dire que vous travaillez ensemble. Eh bien nous, c'est pareil. Le mot d'ordre, si vous voulez, du MLF, psychanalyse et politique, c'était chacune suivant sa singularité et ensemble collectivement. Bravo. Voyez, c'est-à-dire, justement, on tenait, c'était comme un coworking. Et ici, Oui, à la maison d'édition, donc je pourrais prendre l'appareil et vous montrer, il y a Audrey qui est là, qui est beaucoup plus jeune, Ranjita, notre comptable, qui est aussi plus jeune, oui, à l'éditorial, nous avons plein de femmes. Vous voyez, bon, disons que les plus anciennes, voilà, nous sommes là, mais nous avons beaucoup de jeunes femmes, je veux dire, qui travaillent avec nous, et c'est une joie de tous les instants. Ça, c'est au niveau éditorial, et partout dans le monde, c'est comme ça. Et puis au niveau politique, nous sommes très amis, je veux dire, avec Femen, nous sommes très amis avec ces générations qui sont très inventives, ils sont héroïques, c'est-à-dire combatives et héroïques, et en même temps qui ont de la créativité, qui sont poétiques, qui sont artistiques, développent tout ça. Et ça, c'est très important, parce que je crois vraiment que pour notre MLF, c'est ce qui nous a, c'est cette proposition qu'avait fait Antoinette, et c'est ce qui nous a permis, je dirais, d'être toujours là, mais toujours là, offensive, toujours là, joyeuse, toujours là, passionnée, pas toujours là à se lamenter, etc. Mais toujours là, agissante, bah voyez, oui, et ça, c'est bien très sûr. important. Pour le combat, pour se battre, bien sûr, tout à fait. Mais bravo, parce que effectivement, quand j'ai un petit peu Oui, regardé votre histoire, on est chez vous dans une forme d'espace de coworking. C'est un espace type tiers-lieu où effectivement, ben, vous avez c'est vrai, oui, c'est vrai, vous avez des créatifs, c'est vrai. vous êtes plusieurs femmes réunies, c'est intergénérationnel. Donc, oui, bien sûr qu'on va aussi découvrir les Oui, lieux. Et c'est ça, vrai, c'est vraiment super parce toujours. que c'est vrai qu'on a utilisé ce terme parce que c'est un peu le terme un peu reconnu de manière internationale, mais vous faites partie de ces collectifs parce que moi, j'ai tendance à dire que de toute façon, le monde ne peut avancer qu'ensemble, hein, d'une certaine manière. Hein. On parle d'intelligence collective et vous étiez déjà dans cette intelligence Absolument. collective pour, en tout cas, de nous donner en fait la place aux femmes. Oui, bien Et sûr, bien vraiment, sûr. c'est important. Alors, je voulais justement, vous qui Mais avez alors, oui, allez-y. oui, il y a juste, je voulais juste, attendez, je voulais juste ajouter une chose. Attendez, je voulais juste ajouter une chose, c'est que c'est vrai que c'était ensemble, etc. Mais quand je dis, je redis chacune suivant sa singularité, c'est-à-dire que ce qui était très important, c'est de réfléchir. On a énormément travaillé, on s'est beaucoup amusé, mais on a énormément travaillé, on travaille toujours énormément. Il y a une exigence éthique, si vous voulez, je dirais, dans le travail au sens positif du terme, qui est très importante. Ça veut dire que c'est-à-dire, on pourrait dire, ne pas demander à quelqu'un ce que vous-même, vous ne pouvez pas faire. Ça, voilà, c'est des choses, si vous voulez, comprenez, parce qu'il y a mettre fin à l'esclavage, c'est y compris à son propre esclavage, à son propre masochisme ou à son propre sadisme. C'est-à-dire que nous, on a interrogé tout ça et on continue d'interroger tout ça. On appelait ça nos réunions psychanalyse et politique. Mais avec Antoinette, on faisait des réunions psychanalyse et politique à 3000 à la Sorbonne. Mais oui, mais c'est ça, mais on s'interrogeait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, c'est très important, il n'y avait pas de dogmatisme. En tout cas, le dogmatisme était combattu. C'est-à-dire la question de tout de suite substituer une idéologie à des interrogations, des doutes, des pensées, un travail intellectuel, etc. Ça, c'est très important parce que beaucoup se sont quand même fourvoyés dans des idéologies voilà, qui peuvent, de temps en temps, peuvent devenir totalitaires. Il ne faut pas non plus, nous ne sommes pas. Voilà. Mais c'est très important de s'interroger tout le temps, et ça, c'est une spécificité de l'articulation psychanalyse et politique
de ce MLF. Parce que ça Donc, nous a permis de nous interroger sans cesse et ça nous permet encore de... Et donc de maintenir une ouverture. C'est ça. Voilà, un questionnement, une ouverture, toujours. oui, c'est un lieu de réflexion où en fait la parole est donnée à tous en fait. Voilà, on n'est pas dans une situation sectaire, Aussi. clairement. Voilà. Absolument. Tout à fait. Et alors, je voulais... Ça, c'est très important parce que c'est un point... Voilà. Oui, non, mais vous faites bien parce que vous faites bien de le dire, c'est très important parce que moi qui traite de sujets qui parlent beaucoup d'intelligence collective, d'économie collaborative, vous avez raison, des personnes qui utilisent ces termes et qui en réalité sont des centres qui sont un petit peu très sectaires. Et là, c'est pas le but en fait, parce que nous, en fait, c'est vrai que aujourd'hui, j'estime que quand on est dans l'apprentissage, ou même on doit écouter les autres et puis à chacun son libre arbitre d'une certaine manière. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Sinon, je veux dire, c'est pas la peine. Il faut bien que les désirs, les envies des unes, des autres se développent. Voilà. Tout à fait. Parce que sinon, il n'y a pas de vie. Je ne vois pas trop. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Alors, Elisabeth, justement, vous qui êtes une femme d'expérience, est-ce que vous auriez des conseils à leur conseiller à partir du moment, quels sont les premiers signes qu'on peut voir tout de suite quand dans une situation, dans une relation de couple, on sait que ça va se dégénérer? Est-ce que vous avez un conseil, les premiers signes voilà, je vous pose la question parce que peut-être que vous avez rencontré, c'est compliqué d'y répondre. Donc, oui, tout est compliqué puisque c'est complexe, puisque c'est ce que je vous dis. Maintenant, on appelle ça l'emprise. Alors, bon, moi, je pourrais dire le sadisme, enfin, bon, voilà. Mais parce que c'est du même ordre que d'avoir, dire, un fonctionnaire, si l'on peut dire, chez soi. Alors, on le voit. Enfin, maintenant, on sait qu'il y a un continuum. On a travaillé pendant des années, je veux dire, que ce soit avec Antoinette, avec Gisèle, enfin, je veux dire, on savait comment ça se passait, c'est-à-dire on comprenait, parce que les femmes le disaient, les femmes qui essayaient de sortir de ça, parce que la plupart des femmes, quand même, qui sont arrivées au mouvement, qu'elles soient bourgeoises ou autres, elles étaient toutes en partie, il y avait une partie d'elles qui était prise aussi, c'était très rare, celles qui étaient déjà, si on peut dire, oui, déprises de tout cela. Donc, si vous voulez, même celles qui cependant venaient dans le MLF, donc venaient dans le lieu justement de cette libération pour lutter pour les autres, bien, elles devaient faire ce travail de se déprendre de tout ça, de sortir de ces emprises, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient morales, qu'elles soient psychiques, qu'elles soient, vous voyez, plus intimes, qu'elles soient physiques, enfin. Et ça, si vous voulez, parce que les violences, on le sait, non, on l'a su très tôt. Quand on avait fait alors bon, je vous ai dit pour les premières réunions, c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui dans toutes les réunions maintenant de femmes, mais après en 72, on avait fait en 1972, on avait fait on s'appelle les premières journées contre les violences faites aux femmes. En 1972, donc à la maturité, on était très nombreuses, et on avait écrit un très très long texte sur le viol. Oui, mais je dirais qu'aujourd'hui, je le relirais, je dirais la même chose, c'est-à-dire qu'on savait comment le viol fonctionnait comme voilà, une prise d'autorité sur une petite fille, parce que ça, c'est plus suffisamment dit, mais c'était quand même, on disait, ah, mais c'est de l'initiation, il faut les initier à... Alors, les initier à quoi, je vous le demande? Ben, à se soumettre, bien entendu. Et oui, mais bien sûr, mais tout ça est extrêmement complexe, donc il fallait défaire tous ces nœuds et faire toute cette analyse pour comprendre. Alors, vous imaginez pour celles qui donc venaient au MLF pour justement pouvoir et se déprendre vraiment et pour pouvoir aider d'autres. Alors, imaginez celles qui sont encore aujourd'hui toujours prises de génération en génération, parce que quand même, je veux dire, c'est ça l'histoire. C'est que, je veux dire, moi, je sais que je viens d'une génération où pourtant ma mère était une femme plutôt libre, mais cependant, même dans sa liberté et même dans son indépendance, elle avait une énorme dépendance et elle avait voilà, elle a été empêchée tout de même. Je parle pour ma mère qui était, je vous dis, pourtant
pourtant très indépendante. Voilà. Voilà, était bachelière à 20 ans, vous voyez, Oui, à son voilà, époque. qui était bachelière en 1920, être oui. bachelière en 1920. C'est partie de l'excellence. Hein, oui. Voilà, on se dit à cette époque, c'est comme ça. Et vous imaginez que là, oui, mais la question, c'est pour nous les femmes aujourd'hui même, pour vous par exemple. Il s'agit aussi de se déprendre de génération en génération, c'est-à-dire votre mère, la mère de votre mère, la mère de la mère de votre mère, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a quand même des siècles d'esclavage. Quand je dis d'esclavage, de soumission, de voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Et mais ça, bien sûr, c'est terrible. Sûr. Enfin, moi, j'ai dit là, et pourtant on disait, mais encore, c'est un matriarcat. Et oui, on disait c'est un matriarcat, les femmes parlent. Je veux dire, ma grand-mère paternelle, elle faisait tous les travaux, les machins, etc., tout habillée en noir, et elle ne mangeait, elle ne s'asseyait jamais à table, elle ne mangeait pas avec les hommes. Donc, si vous voulez, moi, j'étais toute petite, mais donc, c'est quand même, il ne faut pas nous raconter de bobards, vous comprenez ce que je veux dire? Mais, donc, c'est très lent, même pour moi, et même pour vous, qui bénéficiez de tout ça, c'est encore très lent, parce qu'il y a deux choses à faire, si vous voulez, il y a et comment dire, comprendre la durée, hélas, de cet esclavage qui est encore présent dans le monde entier, et comment s'en déprendre, et pour aider, parce qu'il faut s'en déprendre, pour aider d'autres aussi, c'est ça. Je veux dire, bien sûr, si on est prise dedans, c'est compliqué d'aider les autres. Comment voulez-vous, je veux dire, si vous êtes prise du masochisme, comment voulez-vous aider à faire sortir une femme du masochisme le plus profond, le plus inhumain, qui est, je veux dire, l'emprise tyrannique voilà, dans la domesticité, dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, effectivement, il y a aussi la question des hommes aussi qui doivent, voilà, qui doivent aussi faire leur part de travail. Mais ça va être très long, très, très long. Parce que leur blessure de perdre, disons, un pouvoir, parce que c'est un pouvoir, elle est très, 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 très grande. Et voilà, et on va dire d'un certain côté gentiment, ils ne la travaillent pas beaucoup. Contrairement à nous qui n'arrêtons pas de travailler. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc, quand vous dites j'ai des conseils, non, je n'ai pas de conseils. On a aidé dans plusieurs situations, on aide encore aujourd'hui. Alors, on peut aider des femmes qui luttent, justement, pour leur permettre de continuer de lutter. On peut aider aussi des femmes qui sont dans des situations d'emprise, etc. Alors, on ne le dit pas, on n'est pas forcément, on n'est pas le 39-19, mais d'abord, il y a des structures, donc il y a les choses ont avancé. Il y a des structures. Le 39-19, et oui, il est né, par exemple, de la Fédération Solidarité Femmes, avec qui on avait lutté contre les viols en ex-Yougoslavie, parce que c'était des viols massifs, hein, voilà. Et c'est des choses très importantes, et elles ont poursuivi, et maintenant, ce sont des structures. Voilà, mais tout ça est né d'ailleurs du mouvement, c'est-à-dire est né de femmes qui se sont engagées. C'est pas l'État qui tout d'un coup s'est dit bon, non, l'État il vient, voilà, il avance quand il veut bien avancer, je veux dire effectivement avec les femmes, mais il faut que ce soit pris en main par les femmes, y compris pour aider les femmes. Je veux dire, toutes les structures d'aide aujourd'hui, la plupart, si vous voulez, sont prises en main effectivement par des femmes. On a encore un énorme travail d'application, de modification du droit, certainement. Quand vous disiez le cyberharcèlement, des choses comme ça, bien sûr. Il faut donc affiner le droit, si vous voulez, pour protéger les femmes, les enfants, mais aussi certains hommes. Attention, quand je dis ça, voilà. Bien sûr. Je dis ça parce que 98% de, etc. Mais tout de même, il faut aussi dire la réalité. Mais voilà. Mais on sait que c'est principalement les luttes des femmes qui font qu'il y a des structures, et il y en a de plus en plus, et on va dire, il faut les rendre de plus en plus efficaces. C'est ça l'histoire, de plus en plus efficaces. Alors on peut toujours, bien sûr, on le fait, on aide. Je ne peux même pas vous dire. Je veux dire, on peut dire, oui, hier j'ai eu un coup de fil, voilà, une femme qui me dit ceci, cela. Je suis je ne comprends pas, il s'est énervé, qu'est-ce qui se passe, et tout, voilà. Et je lui ai dit, oula. Vous faites ceci, de ça. Bien sûr. Là, on peut bien entendu dire les choses, mais il y a beaucoup maintenant de structures, et heureusement, de fait par des associations de femmes qui, heureusement, répondent, les structures d'accueil, parce qu'on est vraiment dans... par exemple, bon, là, j'ai entendu que, voilà, que le ministère de la Justice voulait reconnaître le crime d'écocide et voulait faire inscrire dans le droit le crime d'écocide. Écocide, c'est-à-dire le crime contre l'écologie, contre l'environnement. D'accord. Ce qui est très bien.
je trouve que c'est parfait. Mais maintenant, je m'interroge, je me dis, mais oui, il faut inscrire le crime d'écocide dans le droit. D'ailleurs, comme un crime contre l'humanité, puisque maintenant notre code pénal le permet, depuis 1992, d'inscrire les crimes contre l'humanité, mais je dirais tout de même, il faut inscrire le crime, alors moi je dirais, parce que je suis, on va dire, avec un peu de latin, le crime de génocide, c'est le concept que Antoinette Fouque avait élaboré déjà il y a très longtemps, dès 1975, le génocide qu'on appelle aujourd'hui féminicide, c'est-à-dire être un crime perpétué contre, je veux dire, une femme parce qu'elle est une femme. C'est ça. Oui. Donc, par exemple, vous n'êtes jamais interrogé pourquoi. Vous savez qu'on a le crime de parricide dans notre droit. Est-ce que vous avez lu quelque part qu'il y avait un crime de matricide? Non. Non, ça n'existe pas. Le parricide existe, mais le matricide n'existe pas. Eh oui. Donc, je dis ça parce que, si vous voulez, le droit, c'est quand même l'inscription de l'ordre symbolique. Bien sûr, bien sûr. Les normes, etc. Donc, on a beaucoup évolué. Par exemple, du fait qu'on s'est battu, je parlais de l'ex-Yougoslavie, etc., mais je veux dire, avec la Fédération Solidarité Femmes, on s'est battu contre les viols en ex-Yougoslavie, et c'est là qu'Antoinette Fouque a dit, mais le viol, c'est un crime contre l'humanité. Qu'est-ce qu'on a fait? On a manifesté, on a été dans la rue, on a fait des pétitions, on a fait, etc. Et on a fait une demande de résolution au secrétaire général des Nations Unies pour dire que le viol est un crime contre l'humanité et de l'inscrire comme tel dans le tribunal ad hoc d'ex-Yougoslavie. Et pour ça, on s'est allié avec nos amis américaines de la NAO et on a fait une force puissante entre l'Europe et les États-Unis des femmes et on a obtenu que ce qu'Antoinette avait voulu, c'est-à-dire que le viol soit reconnu comme un crime contre l'humanité, soit inscrit dans le tribunal des crimes commis en ex-Yougoslavie. Et après, il a été inscrit dans le tribunal pour les crimes commis au Rwanda, parce qu'au Rwanda, il y a eu des viols massifs aussi. Et maintenant, c'est inscrit dans la Cour pénale, dans les statuts de la Cour pénale internationale. Et ça, c'est né de lutte, si vous voulez. Voilà. Mais de lutte légitime. Et à partir de là, je veux dire, maintenant, il faut les appliquer. Voilà. Il reste à les appliquer. Mais ce sont des points importants, si vous voulez. On partait on va dire qu'on partait d'une zone de non-droit, voilà, parce qu'on n'existait pas en droit. Non, mais bravo, parce que ça veut dire qu'en fait, on a fait un droit. Vous avez fait un droit, c'est-à-dire que vous êtes réunis avec des collectifs donc, au niveau international qui vous a permis justement de créer ces lois d'une certaine manière. Donc, c'est important, effectivement, donc, du coup, que autant d'associations, de collectifs œuvrent ensemble pour un petit peu changer, je dirais, la donne. Hein. Donc, absolument. Voilà, donc c'est très important. Vous avez répondu hein, d'une certaine manière, parce que c'est vrai que c'était une question délicate, on n'a pas forcément de conseils. Bon, je ne vais pas abuser de votre temps, mais est-ce qu'on peut dire qu'aussi, pour peut-être éviter ce que l'autonomie de la femme, l'indépendance, la culture, son éducation apporte aussi la possibilité d'être un peu plus en sécurité ou pas face à justement aux violences de femmes. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, réfléchir à... C'est évident. Oui, voilà. C'est évident. Réfléchir, hein? Non, j'ai pas entendu réfléchir. Alors, je disais que est-ce qu'on peut... Vous avez dit réfléchir et j'ai pas entendu. Oui, en fait, réfléchir dans une optique, par exemple, en matière d'éducation à l'école, je ne sais pas à quel âge, peut-être à l'école, pas forcément primaire, mais informer, est-ce qu'on fait... moi, je suis pas très... Oui, non, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. D'abord, c'est vrai que comment dire, au mouvement de libération des femmes, et depuis 52 ans, et toutes voilà, c'est vrai qu'on a prôné l'indépendance économique, politique, érotique, indépendance, hein, j'entends, et culturelle. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, symbolique aussi, mais ça, c'est un petit peu plus compliqué à dire, mais enfin, voilà. Et oui, on appelait ça les 4 indépendances. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir, mais l'indépendance, parce que ce qu'on disait, c'est pour ça qu'on disait il y a 2 sexes, c'est-à-dire que là, vous avez des hommes et des femmes. Mais les hommes, si vous voulez, donc ont leur économie qui est une économie phallique.
comment dire, mais cette économie, je veux dire, c'est la leur, c'est très bien. La question, c'est que ça fait des siècles qu'il n'y a qu'une seule économie phallique pour les deux sexes. Or, les femmes, ben, elles n'ont pas, on va dire, un pénis, ni même un phallus, elles ont un utérus. Et donc, ce n'est pas du tout le même sexe. Si l'on peut dire, même s'il y a les transformations, je ne parle pas de, voilà. Oui, oui, après, oui. je ne parle pas de l'orientation sexuelle. Bien là, sûr, parle, bien sûr, voilà. bien sûr. Et c'est vrai. Et donc, on disait, mais il faut donc qu'il y ait aussi une économie, qu'il faut donc qu'à côté de l'économie phallique, il y ait une économie utérine, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire utérine au sens de dégager donc, toute l'énergie positive et les richesses. C'est ça. Et donc, si vous voulez, quand on disait indépendance, c'est pour pouvoir justement arriver et accéder à une véritable hétérosexuation. Je ne dis pas forcément sexualité au sens de l'orientation sexuelle, je dis sexuation, c'est-à-dire pour qu'il y ait deux sexes. Là, on est sur une jambe. Mais vraiment, on est sur une seule jambe. Mais bravo, ça domine toujours. Mais bravo Elisabeth, parce que du coup, quand je vous pose des questions, c'est que vous y avez déjà pensé il y a quelques années. C'est pas moi. Hein. En tout cas, au collectif, parce que vraiment… Oui, mais c'est pas pour faire… Non, mais quand je dis ça… Non, mais entendons-nous. Oui, mais quand je dis ça, c'est pour pouvoir avancer, si vous voulez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous devez être consciente, et je sais que vous le savez, vous ne seriez pas là. Tout ce qu'on vous a, je veux dire, tout ce qui vous a été légué par toutes les femmes qui vous ont, je veux dire, qui ont été avant. Mais vous savez aussi que vous aurez à léguer. Ah oui. À transmettre, je veux dire à vos enfants, filles et garçons. Vous comprenez ? Bien sûr. Eh oui, parce que c'est l'histoire. C'est pour l'espèce humaine. Voilà. C'est pour l'espèce humaine. Comme dirait Antoinette, elle disait, mais en fait, on n'a jamais œuvré, quasiment œuvré que pour que de la gratitude envers les femmes s'exprime. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais écoutez, je ne sais pas encore tout à fait exprimé. Il y a encore du travail, mais on va continuer à s'exprimer de toute façon, parce que voilà, le but, c'est aussi de donner la parole aux femmes. Oui. Alors, pour conclure, parce que c'était aussi important que je vous parle de ça, on est quand même dans une phase grave, on est dans une crise sanitaire, on vit suite au Covid-19, on est dans la deuxième vague du confinement, c'est le reconfinement. Je pense à vous, parce que vous êtes à la fois cette femme entrepreneur, vous êtes une commerçante, vous êtes à la tête donc de ces éditions de la femme. Je pense aux librairies. Déjà, alors j'ai deux petites questions. Déjà, vous, comment vous avez vécu ce confinement? Enfin, c'est parce que vous en avez, avec votre histoire, ces révolutions. Comment vous avez vécu justement le confinement? Alors, personnellement, je l'ai vécu, alors évidemment, comment dire, le mot confiné, en fait, ne me convient, mais même s'il est la réalité globale, mais il ne m'a pas convenu parce que, évidemment, je me suis dit, mais nous sommes dit d'ailleurs, parce qu'on est comme ça, on se refait pas, mais enfin, il faut multiplier, voilà, nos forces, multiplier nos énergies, et surtout avoir des idées et comprendre ce qu'on a à faire. Donc, pour la maison d'édition, on a travaillé comme des folles, donc en temps de confinement, plus quasiment qu'en temps de non-confinement. Mais oui, parce qu'il y avait deux choses durant le confinement. Il y avait je veux dire, parce que c'est toujours pareil, durant le confinement, 15% de plus, ou 30% de plus, ou 40% de plus de violence contre les femmes. Donc, si vous voulez, ça nous donne une motivation supplémentaire pour non seulement continuer d'exister, mais exister et aussi aller essayer de se porter, je dirais, dans les maisons, au travers de la télévision ou au travers de, justement des réseaux pour pouvoir accéder aux femmes qui sont enfermées. Donc, nous, on reprend le terme de responsabilité, c'est-à-dire que notre responsabilité était entière, si vous voulez, nous l'avons assumé, c'est-à-dire qu'on a, tout d'un coup, on est parti sur la numérisation de nos livres, mais on n'a pas choisi n'importe quel livre, on a choisi de numériser, parce qu'on ne l'avait pas fait jusque-là, on a choisi de numériser des livres d'engagement. Vous voyez, comme, je ne sais pas, justement, Femen, justement, MeToo, justement, Dogan qui a été enfermé dans les geôles turques et qui a été d'une créativité, qui est une grande artiste magnifique et maintenant
voilà, la Moderne Galerie, mais qui est une jeune femme qui n'a même pas 30 ans et qui se bat et qui a une vie qui est chargée de vitalité. Donc, on a essayé, on a choisi une douzaine de nos livres les plus, je dirais, vivants du côté des femmes, les plus, qui montraient aussi non seulement, on ne les disait pas survivantes, mais super vivantes. C'est-à-dire les femmes victimes sont super vivantes, c'est-à-dire sortent de cet état de victime et vivent leur vie et d'autres, etc., etc. Donc, on a fait ce choix de numérisation, etc. Et ça a été très important, ça nous a demandé beaucoup, beaucoup d'énergie, mais on l'a fait. Ensuite, pour la librairie des femmes, toujours pareil, on a aussi, parce qu'il y avait, c'est vrai qu'il y a une question pour nous de vie de l'entreprise, bien entendu, mais aussi de vie de l'entreprise parce que dans une conception, si vous voulez, de présence nécessaire au monde et de présence nécessaire aux autres femmes parce que d'un certain côté, nous, on a avancé, on est quand même en voie de libération. Je peux dire quand même qu'au bout de tant d'années, nous sommes en voie de libération, mais il y en a d'autres qui ne sont pas en voie de libération. Ils sont toujours tués et maltraités. Donc, on avait ce devoir, comme cette responsabilité. Donc, pour la librairie, avec une petite jeune, d'ailleurs, une jeune ancienne des Femmes qui a fait Clitre Révolution, enfin des choses aussi très très dynamique, etc. Et qui nous a dit pourquoi vous ne faites pas un Kiss Kiss Bank Bank. Alors on a fait des box avec Kiss Kiss Bank Bank, on a proposé des boîtes, si vous voulez, et ça a très très bien marché. Et il y a plein de femmes qui ont, par solidarité aussi avec la librairie, et aussi pour un geste pour les femmes, parce il y a eu le geste pour la librairie et le geste pour les femmes. On a aussi fait beaucoup, par exemple, on a beaucoup été en lien avec notamment certaines organisations de la mairie de Paris, pour pouvoir venir en aide aux femmes sans abri, venir en aide, vous comprenez, c'est des choses comme ça aussi, venir en aide. Donc, on a essayé de déployer le maximum la solidarité qu'on pouvait déployer. Et on a des capacités psychiques d'abord, bien entendu, mais aussi des capacités d'énergie, si vous voulez, qui nous permettent, et d'inventivité. Donc, on les a mobilisées. Voilà. Et on a passé ce premier confinement dans un état, je veux dire, d'engagement total pour nous, et surtout pour la solidarité pour des femmes. Voilà, et ça c'est important. La deuxième phase, c'est pareil, on continue, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on doit faire face à tout cela et on multiplie tous les gestes qu'on doit multiplier. Voilà, je veux dire, on était encore, alors il n'y a pas que les éditions, la librairie, etc., mais on était il y a 3 jours dans la rue, je vous l'ai dit, pour exprimer notre solidarité et notre colère, parce que cette jeune femme qui a été violée par 20 pompiers, donc quand même des pompiers de Paris, entre 12 et 15 ans, voilà, on lui refuse, on dénie la justice pourtant à laquelle elle aurait droit, et ça bat, et on est à ses côtés, vous voyez, avec d'autres. Voilà. Mais ça fait aussi partie, voilà, pour nous, des éditions, de la librairie, de mettre en avant, si vous voulez, aussi de montrer des exemples. Dire, si on dit, voilà, si on dit Antoinette, c'est comme une héroïne, voilà, de montrer aussi aux jeunes femmes toutes les héroïnes du passé, les héroïnes d'aujourd'hui, et pour qu'elles deviennent les héroïnes de demain. Mais bien sûr. Comme vous. Mais oui, mais vous êtes gentille. Mais vous êtes notre héroïne, Elisabeth, parce que vraiment, on a envie de vous écouter des heures. Et j'ai envie de vous dire que, mais continuez vos combats, parce que vous avez une énergie à vraiment à plus en finir. Et il faut croire que les combats, ça maintient. Non, mais ça maintient physiquement. De toute façon, ça se voit là même au discours qu'on a. C'est vraiment très, très agréable. Vraiment très agréable. Et moi, c'est avec impatience. On va attendre un petit peu cette fin de confinement parce que j'ai pas. Voilà, je vais venir vous rencontrer. On va aller découvrir vos lieux magiques parce que vraiment, c'est très, très important, comme vous dites. Très bien. C'est une forme de relève. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez un petit message particulier à ceux qui vont nous regarder, voilà, pour conclure en tout cas ce premier live? Ouais, je dirais une chose, c'est que, parce que c'est ça aussi, il y a des temps plus sombres, si l'on peut dire, ou des temps de détresse aussi, puisque là, on célèbre la journée internationale alors de lutte contre les violences aux femmes, mais bien entendu, il y a la lutte contre les violences, mais il y a aussi les violences, voilà, qui sont et réelles et symboliques, et qui sont, hélas, dans le monde entier, c'est un génocide, c'est vrai, c'est une pandémie, on pourrait dire, vous parlez tout à l'heure de pandémie du Covid, il y a aussi la pandémie, effectivement,
voilà, qui s'abat sur les femmes depuis longtemps et encore aujourd'hui. Mais pour ça, c'est vrai que, si vous voulez, moi je sais qu'Antoinette aimait beaucoup une phrase, je crois qu'elle est de Peggy, et Charles Peggy disait à un moment donné, dans un de ses poèmes, l'espérance est une petite fille qui se lève chaque matin. Je pense qu'on est beaucoup de petites filles qui nous lèvons le matin, donc on a beaucoup d'espoir. Voilà, voilà. Ça, on a beaucoup d'espoir, voilà, c'est de l'espérance. Mais oui, mais l'espoir, c'est très, très, très important, c'est très important. Moi, si je n'avais pas de l'espoir, je ne serais plus là, donc c'est heureusement. Plus que l'espoir, c'est l'espérance, oui, c'est même l'espérance, oui, vous avez raison. Bon. Mais écoutez, Elisabeth, vraiment, je vous remercie beaucoup pour cette interview exclusive pour Coworking Channel. Bon. Ça a été très agréable. C'est moi. Et j'espère qu'on va en avoir plein d'autres. Et on invite bien sûr toutes les femmes, même vos collaboratrices qui souhaitent aussi partager un petit peu leur histoire, et bien qu'elles n'hésitent vraiment pas à revenir vers nous. Oui. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà. Je vais vous remercier tout de même. Voilà, oui. Merci infiniment de nous avoir accueillis dans votre maison. Oui, voilà. D'une certaine manière, c'est mon petit j'espère en effet qu'on va se revoir bientôt et qu'on aura d'autres. Oui. Mais oui, même des projets, peut-être même des projets. Mais oui, bien sûr, tout à fait. C'était très, très sympathique. Merci. Merci à vous.